Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Sola dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être gaucher sur votre podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Et oui, dans cette période de début d'année 2026, une période qui est propice au limogeage et au licenciement des coachs NFL, j'ai le plaisir de parler un petit peu avec mon ami Thibaut du début des playoffs qui vont commencer ce week-end. Salut Thibaut, comment tu vas ? Salut Alex, écoute, ça va, on arrive dans la période de l'année où il y en a qui pleurent, il y en a qui rient, et on va un petit peu se pencher sur les deux cas et voir un petit peu si dans le malheur de certains, il y a des lueurs d'espoir, et ensuite se pencher sur ce super mois de janvier qui est toujours un plaisir en effet. Le mois de janvier, c'est presque le mois qu'on attend. C'est ça, hein, c'est un peu le début des playoffs et comme tu dis, la moitié des équipes sont en vacances. Nos équipes sont en vacances, donc là pour l'instant c'est objectif off-season. Peut-être même pour moi, on va peut-être en parler un peu plus en détail, mais on va peut-être parler de coaching. Et en tout cas, mais il y a une autre partie où vraiment la deuxième partie des équipes de la NFL cherche à aller chercher en tout cas le titre suprême. Et à se battre en tout cas pour aller au Super Bowl. Et ça va être super cool d'en parler parce qu'en plus cette année, je trouve que les équipes enfin en tout cas la concurrence est très ouverte. Donc ça va être très très cool d'en discuter avec toi. Avant cela, je fais une petite pub pour les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur X, sur Instagram, Facebook, etc. On est aussi de plus en plus nombreux sur Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir toutes les nouvelles informations de la chaîne Le Front Office et de discuter un petit peu des parcours de vos équipes en play-off. Et puis voilà. Thibaut, je vais te lancer directement sur les coachs parce qu'il y a eu le Black Monday, comme on l'appelle enfin en tout cas régulièrement. Le Black Monday qui a vu 4 entraîneurs se faire limoger. Et on va commencer par le premier entraîneur qui n'est autre que Raheem Morris des Atlanta Falcons. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus un petit peu ? Logique. Logique à partir du moment où tu appuies sur le bouton avec Fontenot, le general manager. Après, l'effectif est là, il y a quand même des bonnes choses, il y a eu des bonnes races. Alors, c'est logique dans le sens où si tu vires le GM, tu vires l'entraîneur. Alors, au moins, c'est cohérent. Maintenant, est-ce que c'est le bon timing ? Je ne sais pas. Les Falcons, ça fait quand même, je ne sais plus, ils sont sur une série de 5 ou 6 ans où ils sont à 8-9 ou 7-10. Donc voilà, je pense qu'il y a un moment donné, il y avait peut-être des choses à modifier dans l'organisation. Les Falcons tentent le coup. Les Falcons vont tenter un nouveau coach, un nouveau GM, essayer de repartir d'une page pas blanche parce qu'il y a quand même des joueurs dans le roster. Donc on n'est pas sur une reconstruction, je pense qu'on est plus sur une reconfiguration. Ouais. Ouais, mais puis en plus, là, comme tu dis, il y a eu pas mal de hauts choix de draft avec beaucoup de talent offensif. L'année dernière, il y a eu forcément le trade-up pour aller chercher James Pierce Jr. Ils ont quand même lâché un tour de 2026, un premier tour de 2026. Donc là, ça veut dire que le GM qui va arriver, il va pas avoir de premier tour cette année. Donc ça peut peut-être baisser un petit peu l'intérêt pour certains GM. Il pourra s'appuyer sur un roster complet dans le sens où il n'y a pas de gros manque, mais un roster qui a besoin d'être exploité, ça c'est sûr. C'est sûr, et puis surtout la question du quarterback qui va être très importante pour l'été des Falcons. Je te propose qu'on passe sur le suivant, Jonathan Gannon qui s'est fait limoger par les Cardinals, qui est parti après 3 saisons et un bilan de 3-14 cette année. Donc un peu une saison compliquée pour les Cardinals. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est plutôt logique pour toi cette année, ce limogeage ? Ouais, là on est sur du logique aussi. Gagnon, il a jamais. Alors il a eu un blanc-seing au début parce que l'effectif était pas cohérent, il manquait des choses. Et au final, je vois toujours pas de vraie direction parce que là aujourd'hui, tu es censé avoir ton quarterback à Kyler Murray, mais ça parle de le trader. Il y a des joueurs quand même, il y a quand même des gros joueurs. Il y a quand même Marvin Harrison. Là on se rend compte, il y a Wilson aussi en receveur qui a émergé. Il y a James Conner à la course, Trey Benson. Enfin, il y a des joueurs, mais j'ai l'impression, je sais pas, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et encore une fois, voilà, on a laissé 3 ans, on a vu, il n'y a pas de progrès, on finit à 3-14, on passe à autre chose. La NFL est un business.
Exactement. Et puis, moi, je trouve 3 ans, tu vois, c'est assez pour se rendre compte que tu as fait une erreur de casting. Mais il y a une équipe qui s'en est rendu compte même encore plus tôt, parce qu'il y a les Las Vegas Raiders, que je connais bien, qui ont viré Pete Carroll après seulement une saison et le pire bilan de la NFL avec, donc, pareil, 3-14, mais ils vont choper le premier choix. Donc, bah, c'était un petit peu, je vais commencer là-dessus, mais c'était un petit peu dans les clous depuis plusieurs semaines maintenant. Et nous, on attendait que ça. On a encore plus des échos dernièrement qu'avec le népotisme de Pete Carroll qu'on connaît bien, qui a eu des problèmes entre lui et le GM. Ils n'étaient pas d'accord sur des décisions stratégiques, notamment sur la O-line par exemple. J'ai même entendu dire, pour la petite anecdote, que le GM faisait des sessions de films avec certains joueurs O-line. Je ne sais pas si tu étais au courant de ça, parce que le coach O-line était tellement catastrophique. Et le coach O-line, ce n'est autre que le fils de Pete Carroll. Donc le GM était obligé de faire des sessions films avec les jeunes O-line qu'on avait draftés, pour qu'ils progressent un petit peu, parce que bah, avec le coach qu'on avait sur la O-line, c'était très compliqué. Mais en tout cas, voilà, Pete Carroll est parti et ça fait du bien pour les Raiders. Et on va essayer de chercher quelqu'un d'un peu plus jeune et un peu moins, enfin en tout cas un peu plus méritant sur ces dernières années, j'ai envie de dire. Ouais, complètement. Après, tu connais très bien ta franchise, donc là-dessus, il n'y a pas de. J'ai envie de dire, il y a une bonne analyse du fond sur les Raiders. Ils ont tenté Pete Carroll, c'était ça passe ou ça casse. Pete Carroll à Seattle, je pense qu'il se rappelle très bien aussi de ce coach qui a la main mise sur tout et ça passe ou ça casse. Ça passait au début, maintenant ça cassait. Voilà, tournons la page de ces coachs un petit peu vieillissants aussi. Merci pour tout ce que tu as apporté dans la Ligue, Pete Carroll. Merci pour avoir construit les Seahawks. Et on verra plus tard que les Seahawks se portent très bien. Les Raiders, on cherche. Moi, j'avais vu sur la O-line, j'avais vu plusieurs vidéos passer où ils montraient vraiment que la O-line des Raiders était totalement perdue, avec des schémas de bloc qui étaient totalement incohérents. Enfin, voilà, il y avait des choses, je pense, qui n'allaient pas. D'où le bilan. Encore une fois, le bilan n'est pas volé, le first pick n'est pas volé, mais c'est à la limite le cadeau de départ de se dire on va pouvoir repartir avec un vrai joueur, peut-être au poste de quarterback. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à la Raiders Nation, d'avoir son quarterback de franchise, d'avoir des décisions peut-être un peu plus logiques, d'être patient, parce qu'encore une fois, il ne faudra pas, dans cette division-là, ça va être compliqué de vite être performant. Mais il faudra mettre les bonnes personnes, cette fois-ci, les bonnes personnes au bon poste. Et en NFL, on se rend compte que ça peut aller très vite. On va en parler juste après, de justement les bonnes personnes au bon poste. C'est pas si facile de faire ça aussi. Clairement, mais c'est là où on voit aujourd'hui que même parfois, sur la durée, c'est difficile. Et en tout cas, les Raiders, voilà, c'est un reset complet, total. Je pense que c'est ce qu'il faut. Ça va rendre le poste sexy. Maintenant, les choix des coachs n'ont pas été forcément très bons ces dernières années, parce que j'avais vu qu'ils payaient 50 millions, 5 coachs pendant encore quelques années, entre Gruden, Chip Kelly, qui était coordinateur, mais enfin, avec tous les mecs qui ont été virés, ils payent 50 millions pendant 5 ans. Bon. Ouais, c'est bien géré, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, pour Pete Carroll qui est parti des Raiders. Kevin Stefanski aussi qui est parti des Browns, en tout cas qui a été viré. À l'inverse, son GM Andrew Berry est resté, lui, après 6 saisons. Donc Stefanski quitte les Browns et 2 apparitions en playoff aussi, donc 2 fois coach de l'année également. Donc c'est pas n'importe qui arrive sur le marché des coachs. Est-ce que tu es un peu surpris, toi, de cette annonce, ou est-ce que tu pensais qu'il allait être en tout cas, ouais, alors assez surpris, justement assez surpris par rapport au service rendu de Kevin Stefanski. Les Browns, avant le retour en playoff avec Stefanski, c'était une traversée du désert quand même. Après, je pense que le GM avait peut-être envie de faire autre chose. Peut-être qu'il estimait que Stefanski n'utilisait pas Sanders correctement, ou Gabriel, ou peu importe le quarterback qu'ils auront. Je pense qu'il y a quand même des choses à retravailler chez les Browns, mais ça, on le dit tous les ans, malheureusement. C'est partie de ces franchises dites dysfonctionnelles. C'est un peu le tonton bourré du nouvel an, quoi, qui, au bout d'un moment, il fait n'importe quoi, et puis il commence à mettre sa cravate sur la tête, et puis il lance une chenille au moment où c'est pas, voilà, ce qu'il faut pas. Tu sais de quoi tu parles. Exactement. Je suis ce tonton bourré, je l'assume complètement. Non, mais je veux dire, les Browns, voilà, Stefanski, ça sera clairement un des candidats très sexy à aller chercher, parce qu'il a montré qu'il était capable, il a en lui ce côté coach gagnant. Et en NFL, c'est pas facile. Alors, tu vois, typiquement, Stefanski aux Raiders. Moi, je le vois très bien aux Raiders.
Coach, je dis pas non, on verra. Après, on verra ce qu'il en est. S'il ramène son coordinateur défensif aussi, je dirais pas non. Parce que Jim Schwartz également est parti. Oui, Jim Schwartz a évité en head coach, hein. On sait ce que ça donne. Je pense que Oui, de toute façon, mais même lui, je pense que maintenant, même lui, il est très content d'être défensif coordinateur. Et puis, c'est ça. et puis voilà. Donc. Et pour le dernier coach qui est parti cette semaine, on va rester dans la même en tout cas division. Et à la grosse surprise en tout cas pour certains, peut-être d'autres l'attendaient, John Harbaugh, le head coach des Ravens, et a été licencié. Donc il est parti, il a été viré de la franchise. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es content de cette idée? Est-ce que tu penses que c'est une erreur? Non, mais c'est ce que je suis content parce que c'était une de mes techs de la saison où j'avais dit que les Ravens attendraient la fin de saison pour virer Harbaugh quoi qu'il arrive et que c'était pas dans les habitudes de la maison pour pré noir de virer un coach comme ça. C'est, je pense, la meilleure solution parce que Harbaugh, ça faisait un moment. Je pense que tout le monde était fatigué. En fait, ça me fait penser un peu au divorce où ça fait un moment que les deux ne s'aiment plus, mais ils restent ensemble par habitude et peut-être un poil trop tard, encore une fois, on en discutera plus tard dans l'épisode, mais c'est une bonne chose pour tout le monde, que la franchise reparte avec un coach avec des idées peut-être un peu nouvelles. John Harbaugh, il pourra aussi, je pense qu'il en a encore dans le réservoir, John Harbaugh. Ouais, peut-être Il un nouveau pourra- challenge lui fera du bien aussi, hein. Exactement, mais je pense que c'est parfois, c'est ce qu'il faut aussi à certains coachs. Je pense à Andy Reid. Andy Reid qui a fait des années aux Eagles, qui a monté les Eagles, et finalement, il a fini par gagner aux Chiefs. Je pense que c'est possible. Moi, j'ai cette tape sur Shanahan. Moi, je pense que Shanahan ne gagnera jamais aux Niners. S'il ira ailleurs, il gagnera ailleurs. Mais après, encore une fois, peut-être que dès cette saison, je me tromperai. Mais non, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Après, voilà, en termes de mouvements notables, j'ai vu aussi les Commanders sont virés quasiment tous leurs coordinateurs et le coach de O-line. Cliff Kingsbury, l'offensive coordinator. Ouais. C'est Ouais, parti. bon, là, lui, par contre, c'est tout rien. Enfin, c'est quand même exceptionnel. Il a ce quand mec. même une belle cote sur le marché, hein. Il Mais va en avoir fait, des c'est interviews ça. pour les head coach et Il fait partie de ces mecs qui ont une espèce de totem d'immunité. On ne sait pas trop pourquoi. Moi, j'en voudrais pas chez moi, personnellement. bah, Mais en bon, tant que après, head coach, on est un peu au courant de ce qu'il est capable de faire. Coordinateur, il a des belles idées, etc. Mais c'est pas non plus un génie offensif comme d'autres ont pu être et annoncés comme il aussi. s'était vendu. Et comme lui a été vendu, donc c'est pas un mauvais coordinateur offensif, loin de là, parce qu'il a fait quand même une belle saison l'année dernière avec la première saison de Daniels. Mais ouais, je trouve qu'il a un petit, comme tu dis, un totem d'immunité chez les coordinateurs, parce qu'il va toujours trouver du boulot et il va trouver Moi, c'est ça. potentiellement un coach, enfin un poste de head coach, donc on verra. C'est le mec qui fait un peu l'ascenseur entre le CFB et la NFL. Donc, Aussi, ouais. quand ça va pas, il va se refaire dans une fac, il remet un programme sur les rails, il refait quelques. Parce qu'après, il a quand même des qualités, attention, hein, c'est pas un mauvais, mais c'est juste, ouais, je pense qu'il a des limites en head coach. On verra chez qui il ira. Et puis bonne nouvelle, mon petit Guilty, mon petit Minos et toute la communauté des Detroit Lions. John Morton n'est plus là. Donc, je pense que dans les postes à pourvoir, je trouve que c'est un des postes les plus sexy. Parce qu'un offensive coordinateur avec le matos qui est aux Lions, ça peut être sympa. À voir. Ouais, carrément. Et puis Dan Campbell, quand même. Il y a eu beaucoup de Ouais, mais je coordinateurs pense que Dan Campbell sont fait sortis partie de ces coachs. depuis d'un an. Voilà, je pense que Dan Campbell fait partie de ces coachs qui aiment bien être un peu le chef d'entreprise. C'est-à-dire le mec qui a la tête, qui décide, qui fait la direction globale et il délègue offensive à son coordinateur. On l'a vu avec Ben Johnson, défensive avec Aaron Glenn. Bon, là, j'ai plus le nom du coordinateur défensif. Je crois que c'est Shepard des Lions. Shepard, voilà, je trouve qu'il avait des choses intéressantes. C'était une première. Ça, lui, il demande à être revu, je trouve, par rapport à Morton, où il semblait, des échos que j'avais, que Morton n'avait déjà plus le soutien de Campbell, qui avait repris la main sur les appels de jeu. Et voilà, je pense qu'il y a peut-être ce petit ajustement, cette variable d'ajustement pour les Lions qui font partie de ces franchises qui sont construites sur le principe de on mettra toujours un TD de plus que vous. À l'inverse, il y a des franchises qui sont construites à l'inverse en disant vous nous mettrez jamais à 7 points que notre attaque pourra vous en mettre. C'est bien ça. À Et en voir. tout cas, les Lions ne sont pas en playoff. Et on va tout de suite aborder le sujet des playoffs parce que cette année, c'est très ouvert, en tout cas dans les deux conférences, je trouve, comparé aux dernières années où c'est vrai qu'il y avait dans la FC forcément les Chiefs, les Bills aussi, et les Ravens qui trustaient un petit peu les premières places et qui postulaient en tout cas pour les finales de conférence. Dans la conférence NFC, pareil, c'est assez ouvert, même si c'est des visages un petit peu familiers.
mais il y a des très belles équipes également. J'ai envie de te lancer directement sur la première confrontation. On va partir peut-être sur le premier match entre Houston et Pittsburgh, le quatrième contre le cinquième. Une affiche qui est très serrée et je voulais avoir un petit peu ton avis. Pour toi, qui est le favori sur ce match et quelles seraient peut-être les clés du match? Allez, on va partir peut-être du côté de Houston qui est un peu l'équipe montante en ce moment. Quelles seraient les clés un petit peu du match pour Houston pour gagner ce match-là? Fracasser Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, on sait que c'est un quarterback qui n'aime pas. Je dis pas que les quarterbacks aiment se faire saquer, mais Aaron Rodgers fait partie de ces quarterbacks qui détestent absolument être trop souvent contactés, s'agacent et peuvent sortir du match. La défense des Texans, justement, quand je parlais d'équipe qui est construite sur le concept de on vous empêchera de marquer des points et notre attaque, elle aura juste à mettre 2 ou 3 touchdowns pour gagner le match ou juste on se mettra en position de taper des field goals et on vous battra comme ça. Je pense que c'est cette clé. La défense des Steelers, elle a été un peu inconstante tout au long de la saison. Elle a montré des choses. Maintenant, est-ce que la qualification contre les Ravens n'est pas tronquée par une équipe des Ravens qui était en train de tomber en ruine? On aura la réponse très rapidement, ça c'est l'avantage. Côté Houston, on est quand même sur l'équipe qui a la meilleure lancée, le meilleur streak. Je saurais pas La meilleure dynamique. Voilà, la meilleure dynamique, puisque finalement, après leur 0-3, ils ont quand même réussi à sortir un 12-5. Donc, ça veut dire même un 12-2 même, hein, parce que ils sont sur un 12-2, et je crois ils sont même sur 10 victoires d'affilée. Donc, il y a une vraie dynamique côté Houston. Il y a une équipe qui est construite complètement autour de la défense, c'est assumé. La O-line a quand même réussi à trouver quelque chose pour ouvrir des brèches pour Woody Marks à la course. Et même, je trouve, attends, je te coupe un peu, mais je trouve que la O-line a fait beaucoup de progrès au fur et à mesure de la saison sur le pass pro. Et on attendait quand même CJ Stroud à être en très grande difficulté toute la saison. J'ai trouvé que dernièrement, ça s'améliorait un petit peu. Et que, comment dire, l'offense arrivait à un petit peu plus s'y retrouver. Les cibles commencent à être toutes en forme. On pense à Nico Collins, Jaden Higgins qui monte aussi en régime. Tu as toujours du Jalen Nolan. Jaden Higgins, ça fait une vraiment belle fin de saison. Le running game, tu as pas mal de joueurs aussi qui sont là. Donc, comme tu dis, équipe dangereuse, c'est Texans. Mais, et toi, je voulais voir un petit peu aussi, mais qu'est-ce que tu penses un peu de Pittsburgh par rapport à ce match-là? Tu les vois vraiment pas pouvoir embêter ces Texans? Alors, ils auront l'avantage de jouer à domicile dans le froid, ce qui est toujours, pour les équipes qui jouent dans des dômes, c'est toujours une donnée à prendre en considération. Il y aura l'expérience d'Aaron Rodgers, c'est sûr que ça reste un quarterback qui a un ordinateur dans la tête. Maintenant, oui, est-ce que Stingley contre Metcalf, le match-up sera intéressant à suivre? Je trouve que ce sera vraiment la capacité des Texans à éteindre l'attaque des Steelers et le nombre de points. Parce que je ne pense pas que malgré les progrès de Stroud aujourd'hui, c'est un quarterback qui va te mettre 2 TD, qui va te permettre de marquer 3-4 field goals, mais qui n'a pas encore retrouvé sa superbe de la première saison pour plein de raisons différentes. Peut-être un play calling différent, voilà, il s'est passé des choses aux Texans, mais c'est surtout la défense qui maintient systématiquement les équipes adverses sous les 15 points et qui fait que oui, derrière, ils ont besoin de marquer techniquement 6 field goals. Ils marquent 6 field goals, ils marquent, donc ils gagnent. Donc les Steelers, ils ont des atouts en défense. Il y a TJ Watt qui sera toujours une menace à considérer. Highsmith, Herbig, c'est toujours des pass rushers efficaces. Hayward aussi à l'intérieur. Hayward qui malgré son âge tient toujours très bien sa place au centre de la D-line. Il y a un corps de linebacker avec un Patrick Quinn qui est toujours solide à défaut d'être exceptionnel, mais qui fait le taf, qui fera le taf pour ça. Peut-être les cornerbacks qui sont peut-être un peu plus suspects, mais voilà, après ça reste une équipe de playoff, ça reste une équipe bien coachée. Moi je dirais 60-40 pour les Texans. Ok, ouais, donc ça reste quand même relativement serré, c'est un match assez ouvert, même si les Texans ont quand même une bonne dynamique, et c'est vrai que tu l'as bien souligné. Je te demande pas ton pronom, on verra tout après les brackets de chacun des membres du front office. Ça risque d'être marrant parce qu'il y a pas mal de scores différents, donc ça va être cool d'en parler aussi. Mais je te lance tout de suite sur le deuxième match qui est on va partir en NFC, tiens, on va faire un peu un de chaque. On va partir sur le 4 contre le 5, donc le Carolina Panthers contre les Los Angeles Rams.
Et dis-moi si je me trompe, hein, mais pour moi, c'est peut-être une des affiches les plus, on va dire, disproportionnées en termes de niveau, même si, à défaut, les Carolina Panthers ont déjà battu les Rams. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et bien justement, c'est ce que j'ai te dire, l'inconnu, c'est cette alors, victoire ou défaite surprise, hein, selon l'équipe que tu vas supporter. Mais les Carolina Panthers ont montré qu'ils étaient capables de battre les Rams. Et des Rams qui étaient dans une bonne dynamique où on attendait. C'était vraiment une victoire surprise. Donc là, j'ai envie de te dire, on arrive un peu dans la même configuration. Les Panthers sont cette équipe totalement illisible de NFC Sud, comme les Falcons l'étaient aussi tout au long de cette saison. Les Rams ont une dynamique peut-être un peu plus difficile en fin de saison régulière. Alors, est-ce que c'est parce que la qualification était acquise et pour Sean McVay, peu importe, le plus important c'est d'y être, il va faire le boulot avec son équipe pour la faire gagner. C'est une possibilité. C'est certes déséquilibré parce que oui, quand on voit les bilans, un 12-5 et un 8-9, oui, on dit que c'est une boucherie. Je pense que les Panthers ont leur chance, comme l'a montré le match de saison régulière. Mais je pense que Sean McVay, comme tout coach a beaucoup d'ego, avait dû cocher cette défaite. Et là, doit se dire, on va remettre peut-être l'église au milieu de Los Angeles. Donc, moi, je pense que là, on est sur un 70-30 pour les Rams, qui, logiquement, encore une fois, devraient gagner. Mais les Panthers ont montré qu'ils avaient les clés pour embêter cette équipe. Donc, c'est pas impossible. Je pense que c'est le match-up le plus incroyable l'upset, pardon, le plus incroyable si les Panthers gagnent. Mais ils ont une chance. En plus, à domicile. Donc, ma foi. Non, c'est sûr. Et puis comme tu dis, cette offense des Panthers, elle est quand même un peu irrégulière sur toute la saison. Elle a montré des belles choses, mais elle a montré des moments où elle était plus en difficulté. Il suffit que ce soit un jour où les Rams sont dans leur forme habituelle. Et je pense que tu peux te rendre le match très compliqué si tu n'arrives pas à marquer face à cette équipe-là. Parce que les Rams, on sait que c'est une équipe qui va marquer. Ils vont marquer leurs 25 points par match. Et derrière, la défense aussi de Carolina va vraiment tester. On l'a vu déjà lors du premier match. Mais là encore plus, j'ai l'impression. Donc match très intéressant à suivre. Avec un potentiel upset à la clé. Mais bon, voilà, en tout cas, avec le potentiel MVP, on verra, on en parlera peut-être dans un épisode spécial avec Matthew Stafford qui va affronter les Panthers. Mais voilà, en tout cas, un match un petit peu déséquilibré entre guillemets sur le papier. On va repartir dans la AFC, la conférence AFC, avec le match, le 6e contre le 3e. Le 6e, les Buffalo Bills contre les 3e Jacksonville Jaguars. Grosse surprise cette saison de Jacksonville. Je voulais voir un petit peu, toi, est-ce que tu as une équipe un petit peu favorite sur ce match-là? Est-ce que tu mises un peu sur l'expérience de Buffalo ou sur l'inexpérience ou en tout cas la jeunesse de Jacksonville? C'est, je trouve, ce match le plus difficile à pronostiquer de tous sur ce tour de wildcard. Et c'est un match qui, je trouve, en fonction du vainqueur, modifierait tellement totalement les playoffs en fonction du vainqueur que moi, c'est presque ce match que je coche parce que là, pour moi, c'est 50-50. Enfin, je veux dire, les Bills sont un peu illisibles parce qu'ils ont perdu des matchs qu'ils n'auraient pas dû perdre. Ils ont gagné des matchs de manière un peu folklore. Mais ils sont là, avec l'expérience, face justement à une équipe qui n'a pas l'expérience. Parce que, bon, on va pas se mentir, de l'équipe qui a fait un tour en playoff il y a 3 ans, je crois. Il reste Il y a plus beaucoup Trevor de monde à Lawrence part encore, Lawrence. mais c'est vrai qu'il y a plus énormément grand monde. Mais voilà, c'est surtout le casting autour. Mais ça va être très très intéressant, encore une fois, parce que Buffalo et cette équipe du Romal et cette équipe qui est solide. C'est très solide. Jacksonville, c'est une équipe qui est un peu, je ne vais pas dire un miroir, parce qu'il y a beaucoup plus je trouve, de puissance de feu à Jacksonville. Quand on regarde les receveurs, quand on se dit qu'ils se permettent de ne pas approvisionner en ballon Brian Thomas, bon, alors après, c'est toujours Tu dis pareil. qu'il y a de la Parce que- marge quand même. Après, est-ce que c'est Brian Thomas qui n'est pas forcément bien servi parce qu'il est couvert et du coup ça ouvre les autres? C'est peut-être une explication. Bon, après, voilà, c'est toujours discutable, mais les Jaguars, c'est cette équipe qui est solide partout. Il n'y a pas vraiment de. Enfin, en tout cas, c'est le boulot qu'a fait Liam Cohen, qui pour moi est un des favoris au titre de coach de l'année, parce que voilà, il a créé une équipe où la défense, il n'y a pas de nom forcément hyper clinquant, mais c'est solide.
Au début de saison, encore une fois, qui pensait que les Jaguars finiraient 3e de conférence, gagneraient la division dans une AFC Sud qu'on pensait moribonde et qu'on pensait être la division de la lose. Je trouve que voilà, les Jaguars ont été, pour le coup, réguliers, ont fait la petite saison en sous-marin, sous les curseurs, sous les radars de tout le monde, profitant des méformes des Ravens qui faisaient plus parler que de l'irrégularité des Bills qui faisait plus parler que de Houston qui faisait son comeback, qui faisait moins parler que. Bizarrement, ils sont 3e. Ouais, la bonne forme des Colts, à un moment donné, on oubliait les Jaguars. Aussi. À ce moment-là, ils étaient derrière, Ouais, ils faisaient leur petit bonhomme de chemin. C'est Ils ont vraiment eu une un, équipe ils qui ont eu un a 5-4. impressionné. Ils ont eu un passage à 5-4. On s'était dit, bon, ça y est, ça rentre dans le rang. Et puis, non. Ils Et ont réussi à depuis, ils ont fait rebondir. que gagner. Ils ont fait que gagner, je crois. Ils sont 13-4 depuis. Ils sont 13-4. Donc, Ils sont 13-4, non, donc, franchement, cette équipe à prendre vraiment au sérieux. Liam Cohen, comme tu l'as dit, un des favoris pour le coach de l'année, mais vraiment, ce qu'il a fait, c'est assez incroyable parce qu'il n'y a pas non plus de gros ajouts durant la dernière intersaison. On pense à Travis Hunter, mais Travis Hunter s'est blessé dès la week 7. Donc, c'est pas comme si c'était un joueur qui était ultra important sur ta dynamique de toute la saison. Mm. Et franchement, l'arrivée aussi de Jacoby Myers, ça fait beaucoup de bien à cette équipe. Tu as l'avènement d'un Parker Washington. Bretton Strange est incroyable. Enfin, franchement, cette équipe de Jacksonville, attention, elle est dangereuse. Par contre, voilà. Moi, il y a aussi Buffalo. Buffalo, ça reste quand même Josh Allen. C'est peut-être le joueur qui a le plus d'expérience dans toute la conférence en tant que quarterback avec Aaron Rodgers. Ça va être très compliqué de sortir, je pense, Buffalo. Le match va être très serré. Heureusement, ça se joue à Jacksonville, parce que là, Buffalo, par cette période de l'année, ça aurait pu être un peu compliqué. Pour des Floridiens, c'est compliqué. Et en plus, c'est vrai que c'est toujours une donnée à prendre en considération. C'est pour ça que je disais qu'en fonction de la victoire des uns ou des autres, ça pouvait redistribuer un petit peu les cartes de ce tableau, enfin de cette partie de tableau, la partie AFC. Parce qu'aller jouer à Buffalo en ce moment, c'est pas le même match qu'aller jouer à Jacksonville. Hein. Et même chose, les équipes qui ont l'habitude d'être dans le froid, aller dans le chaud et vice-versa, ça reste un critère à prendre en considération. Il faut se réhabituer. Pour tous ceux qui ont fait des sports d'extérieur, vous savez très bien que quand on arrive au moment où ça rafraîchit et le moment où ça réchauffe, et ben le corps il a du mal un peu à s'habituer. Donc, je trouve que, alors pour le coup, on n'a pas forcément parlé des horaires, mais là, celui-là, il est à 19h dimanche. Je vous invite tous à le regarder et à discuter avec nous sur le Discord, parce que je pense que ça va être un match très passionnant au demeurant. C'est-à-dire que autant, les Rams Carolina, il y a un monde où ça fait 40-15 pour les Rams. Autant Houston Pittsburgh, ça peut très vite finir en 13-6 et faire chier tout le monde. Excusez-moi, je suis grossier. Mais celui-là, bien malin. Et dans nos braquets, de toute façon, c'est toujours une inconnue ce match. Ouais, non, très clairement, ça va être un des matchs les plus indécis de ce premier tour de ces wildcards. Et écoute, je te propose qu'on aille tout de suite en NFC avec derrière San Francisco qui est le 6e qui va affronter les Philadelphia Eagles qui ont fini 3e, donc champions de leur division. Pareil, j'ai l'impression que c'est quand même deux équipes qui ont l'habitude d'être là à cette période-là de l'année. Des dynamiques, on va dire, un peu, j'ai envie de dire différentes, parce que Philadelphie a montré des lacunes quand même cette année, alors qu'il serait quand même le champion sortant. Voilà, c'est quand même un peu une équipe de San Francisco aussi qui a eu un bon calendrier, mais qui a profité aussi comment dire, des blessures de certains de ses joueurs pour que d'autres joueurs puissent émerger. Et mine de rien, avec toutes les grosses blessures qu'ils ont eues, ils arrivent quand même en 12-5. Donc chapeau à Shanahan et sa bande. Et voilà, moi je trouve que c'est quand même une match-up aussi assez équilibrée. Un petit peu à la manière de ce que tu disais sur Buffalo et Jacksonville. J'ai le sentiment que ce match-là, c'est un peu du 50-50. Je sais pas ce que tu en penses. C'est l'épouvantail game. L'épouvantail ball. Parce que ces deux équipes-là, quand on regarde les autres, alors avec tout le respect que j'ai pour toutes les autres équipes, je mettrais les Rams à la limite dans une catégorie différente, mais c'est des équipes qui ont l'habitude du Super Bowl ces dernières saisons, ne l'oublions pas. En NFC, sur les 3 dernières saisons, ou 4 dernières saisons, c'est Niners ou Eagles qui y vont. C'est ça. Hein. Donc il y a un savoir-faire de play-off, de l'intensité, parce qu'on dit toujours le football de play-off est un autre football. Et ces deux équipes le savent très bien. Ces deux équipes qui ont des armes différentes. Moi, je trouve que les Niners ont... Alors, le dernier match contre Seattle a un petit peu brouillé l'image que j'avais des Niners. Je trouvais qu'au contraire, ils montaient en puissance au bon moment. Encore une fois, est-ce que c'était un match où, de toute façon, ils se sont dit qu'on soit premier, 5e, 6e, 7e, au final, on est en play-off et
et on verra bien ce que ça dit. On ne montre pas, on ne dévoile pas toutes nos cartes, et Shanahan est très bien capable de faire ça. Moi, je trouve que pour les Niners, ils ont montré que Robert Saleh est vraiment un coordinateur défensif de génie, parce qu'avec ce qu'il fait, il a perdu Joey Bosa, il a perdu Warner, il a encore perdu Bethune, le linebacker. Ils ont été chercher, je crois, Kaiser White en remplaçant. Enfin, il sait utiliser des joueurs. En fait, il a cette capacité à créer une défense qui est toujours redoutable malgré tout, avec plein de no-name. Encore une fois, c'est un peu à l'image de Jacksonville. Il y a des no-name, mais ça fait le boulot. En attaque, Brock Purdy revient. Alors après, il y aura belle toujours... saison, hein, Purdy. Mais Purdy, je trouve que c'est un joueur qui est très sous-coté, mais qui est très clivant. J'ai l'impression qu'en fait, il y a ceux qui aiment Brock Purdy, et il y a ceux qui n'aiment pas Brock Purdy, et il n'y a rien entre les deux. Et moi, j'ai fait le transfert d'un côté. T'es dans quel camp, toi? Alors moi, j'étais Purdy sceptique. Purdy sceptique, pardon. Et je suis devenu Purdy lover, parce que je trouve que ce mec, en fait, si on regarde son parcours, alors on peut spammer sur un célèbre numéro 12 de la ligue, mais Brock Purdy, c'est pareil, c'est un mystère irrelevant. Ça, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais c'est un dernier pick de la draft. Donc ça veut dire vraiment que c'est le mec, il est là pour faire la practice squad. Il est là pour lancer le ballon en remplaçant. D'ailleurs, c'est le seul joueur qui n'a pas été... Enfin, c'est le seul quarterback titulaire dans une équipe de playoff qui n'est pas un premier tour. C'est le seul. Ouais. C'est que des premiers tours, les autres, sinon. Donc, alors, est-ce que je pense que c'est un petit peu comme une histoire d'amour, alors à la sauce NFL, c'est-à-dire un quarterback qui tombe dans le bon système avec le bon coach. Les mecs, ça connecte. Il avait quand même du talent, parce que je pense que Brock Purdy n'est pas dénué de talent. Peut-être un peu moins doué, oui, ça je peux l'entendre, que plein de quarterbacks. Maintenant, pour distribuer la balle, pour faire vivre la balle, il a des qualités physiques aussi. On l'a vu sur l'avant-dernier match de la saison. Il est capable de courir et de porter la balle dans l'embut adverse. Donc les Niners ont leurs armes. Et en face, on a le champion. Les Philadelphia Eagles, qui sont une équipe qui n'est jamais aussi dangereuse que quand ils sont underdog. Une équipe qui n'est jamais aussi dangereuse que quand tout le monde les déteste et quand tout le monde veut les voir tomber. Et est-ce que c'est pas le moment où tout le monde va se mettre en mode mission, la défense va plaquer un peu plus fort? Est-ce que Saquon va pas va pas relever un petit peu la tête en se disant bon, allez, maintenant c'est les playoffs, on a fait une saison un peu moyennasse, mais maintenant c'est les playoffs, c'est les choses sérieuses qui commencent. Un Jalen Hurts qui reste, encore une fois, on n'aime pas, mais Jalen Hurts, c'est quand même un quarterback qui a été 2 fois Super Bowl, qui en a gagné 1. Donc à ne pas sous-estimer. Moi, je trouve que ces deux équipes-là, c'est un potentiel match de wildcard pour le finaliste, au moins de conférence, voire le candidat de la NFC au Super Bowl. Sur l'expérience, sur le coaching, parce que Sirianni, on peut en dire ce qu'on veut, mais Sirianni, ça reste un coach, encore une fois, qui a son bilan qui parle pour lui. Donc je ne tomberai pas de ma chaise si une de ces deux équipes-là fait son trou et arrive à faire son chemin jusqu'au Super Bowl. Ah, c'est ça. C'est vraiment une affiche qu'on a l'habitude de voir en finale de conférence quand même dernièrement dans ces matchs-là. Donc, voilà, c'est vraiment une des grosses affiches de ce premier tour qui Et deux est équipes qui ne s'aiment pas. Exactement. En plus, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les fans de NFL. Et celui-là, Alors, c'est le 11 janvier. Donc C'est c'est dimanche. le... Non, c'est c'est dimanche. Non, c'est le lundi. C'est le dimanche à 22h. C'est le Non, premier c'est match. dimanche à C'est 22h, pardon. le deuxième match du dimanche. Ah bah là, les gars, vous êtes gâtés, parce que enchaîner Buffalo-Jacksonville avec Philadelphia contre... c'est régalade, là, les gars. Ouais, là, ils ont fait les choses en grand, la NFL, là. Sur ce Pour l'Europe, pour le coup, je sais pas si c'est fait exprès, je pense pas, mais pour l'Europe, c'est cadeau. C'est cadeau. Et écoute, on va retourner sur l'AFC parce qu'il reste encore un dernier match à discuter. Un match aussi, pareil, indécis, je trouve, avec deux équipes qui sont plutôt clivantes entre les Chargers qui ont fini à la 7e place de la conférence et les New England Patriots qui ont fini 2e de conf, donc vraiment pas loin de la tête, même s'ils ont le même bilan que Denver. Qu'est-ce que tu penses de cette affiche avec deux jeunes quarterbacks qui sont parmi maintenant les meilleurs en NFL, avec un Drake May qui sort une saison MVP-esque, comme on dit, et vraiment cette équipe surprise de New England qui vraiment sort une saison en 14-3, mais personne n'aurait espéré en tout cas ce bilan, même pas les fans, je pense, des Patriots en début de saison. Mike Vrabel a un petit peu retourné tout ce qu'on pensait de cette équipe. Est-ce que toi, tu les vois favoris sur ce match un petit peu?
Oui, oui, parce qu'ils sont chez eux, parce qu'ils ont une dynamique, ils ont une saison qui parle pour eux. Après, toujours modéré avec les Patriots cette année, penser qu'ils avaient un schedule qui était en début de saison qui pouvait, comme je disais, il y avait un monde où ça se passait bien pour eux. Maintenant, se passer aussi bien, je pense que personne ne l'avait vu aussi bien. Surtout par rapport aux Bills, je pense que tout le monde voyait les Patriots peut-être gratter un 6e ou un 7e spot en playoff. Peut-être pas deuxième de conf, mais parce que ça va leur procurer comme l'avantage au moins jusque la finale s'ils se qualifient à chaque tour. Puis je crois en plus quand ils Euh, affrontent les Bengals, il n'y avait même pas non plus Joe Burrow. Je crois que quand ils affrontent Tampa Bay, pareil, je sais pas s'il n'y avait pas Mayfield où il manquait quelques joueurs, il manquait Mike Ouais, Evans bah, en tout cas à ce moment-là. Donc, il y avait un gif qui tournait à un moment donné des Simpsons avec Homer qui est tout fin, avec Saquon qui est gardé derrière. En fait, Saquon, c'est toutes les équipes. C'est les Jets, c'est les Dolphins, c'est les Panthers qui à l'époque ne tournaient pas. Et c'était que des équipes en bilan négatif. Donc, c'est une chose. Maintenant, comme je dis tout le temps, en NFL, il n'y a pas de match facile. On l'a encore vu avec plein d'équipes qui ont gagné des matchs où on ne s'y attendait pas. Ils n'ont rien volé à personne. Ils ont bossé, ils s'y sont mis, ils ont trouvé des solutions. Vrabel a trouvé des solutions. Il a développé Drake May. Maintenant, par rapport aux Chargers, parce qu'on va quand même parler de l'équipe des Chargers. Bon, enfin, moi, les Chargers, il y a un truc, c'est marrant. Il y a quelques temps, j'avais écouté un podcast, une prévue de début de saison ou un bilan d'intersaison. Tout le monde disait, mais en fait, nous, les Chargers, personne nous aime, personne nous déteste. Quoi qu'on fasse, peu importe. Tout le monde l'équipe s'en suisse fiche. par excellence. Voilà, c'est ça. C'est l'équipe qui laisse un peu indifférent. Ils gagnent, on est content. Ils perdent, on s'en fout. Mais je trouve que là, par contre, ça peut être vraiment un moment important dans l'histoire des Chargers parce qu'ils ont une défense qui, mine de rien, sur ces derniers matchs, était très, 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 très costaud. Et là, je fais un petit coucou au gars du No Fly Zone podcast des Broncos avec qui j'ai eu la chance de partager un moment. Bah, toi aussi, d'ailleurs, tu avais été invité avec eux. Oui, très sympa les gars, on Ils les sont embrasse. très sympas, ils ont un très bon podcast et ils parlaient justement que eux, l'équipe qui leur faisait peur, c'était les Chargers à cause de leur défense. Du coup, je suis allé creuser parce que forcément, après l'épisode, je me suis dit, tiens, c'est vrai que les Chargers, moi, je les voyais pas si forts que ça. Et ils ont une défense sur les derniers matchs qui est vraiment limitante. Ça gagne contre les Broncos gagnent contre les Chargers, mais parce que bon, Trey Lance, son quarterback, voilà, t'as compris que ça revient à hisser le drapeau blanc avant la bataille. Et je me dis que la défense des Chargers, qui a été en playoff l'année dernière, Justin Herbert, qui reste un quarterback solide à défaut d'être parfois discutable dans certains choix qu'il peut avoir. Allez, je dirais pareil, c'est un 60-40 New England, parce que New England sort une grosse saison. Mais New England peut avoir aussi le syndrome de Vikings d'il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, il y a 2 ans, Ouais, où qui ils font sortent une un gros super bilan. saison, et puis un premier tour de playoff, une équipe un peu dure, et puis, comme certains diraient, Marjolaine, je suis dur de partout. Peut-être que les Chargers seront durs de partout, et puis peut-être que le New England se cassera les dents, et voilà, on se dira que leur saison était trop belle pour être vraie. Maintenant, je pense que même si ça arrive, ça peut, hein, encore une fois, les playoffs ne sont jamais écrits, qu'on en dise, les New England Patriots seront une équipe redoutable dans ces playoffs, redoutable à battre pour les Chargers. Et encore un match intéressant. Alors là, pour le coup, je pense qu'il sera à suivre plutôt en replay le lendemain pour éviter des guerres à la maison, parce que sinon, ça va faire du bruit sinon. Surtout du côté de chez PA, là, ça va faire beaucoup de bruit. Chez Monsieur Loquet. Loquet, par exemple, ça peut gueuler. Mais il faudra bien couper tes notifications, mon petit PA, hein, pendant la nuit. Mais, C'est ça. non, je pense que c'est un match-up 60-40 parce que New England a une dynamique forte, mais les Chargers ont des arguments à faire valoir. Maintenant, encore une fois, toujours ce principe de je suis à domicile et je suis une équipe du froid qui rencontre une équipe du chaud. Bon, évidemment, c'est toujours dans ces moments-là où ça devient n'importe quoi et toutes les équipes du chaud vont gagner chez les équipes du froid. Et je vais J'aime me bien ce faire que tu dis, saucer comme les équipes du chaud, les équipes du froid. J'aime bien cette comparaison un petit Bah, peu. en fait, le truc, c'était par rapport à Miami, où en fait, ils disaient Ouais, que c'était Miami Buffalo, là. Non, Miami Chiefs l'année dernière, je crois. Miami Chiefs, ouais, où ils sont allés, ils étaient justement C'était chauds, flagrant, hein. et ils sont arrivés là-bas, et ils étaient cons, ils ont réussi à rien faire. Même les casques, le casque, je sais plus de quel, je crois que c'était Tua qui se fend en deux, tellement il faisait froid. Et voilà, la météo reste un important. élément à prendre en compte à ce moment-là de la saison. Mais en tout cas, non, je te rejoins complètement sur le Chargers New England. Je pense que les Chargers, c'est vraiment l'équipe qui peut embêter par excellence New England avec un gros jeu de course, une défense. C'est une équipe qui en plus qui sait être opportuniste en défense, hein. Ils ont quand même des joueurs capables de provoquer des pertes de balles adverses.
Même si les Patriots, c'est pas une équipe qui en réalise énormément, mais attention au fumble par exemple des running backs, ça peut être quelque chose qui peut arriver sur ce match-là par exemple. Les Chargers vont vraiment en profiter. Et tu vois, moi je pense à un Tuipolotu qui réalise une saison monstrueuse, je crois qu'il a 11 sacs et demi, un truc comme ça. Et vraiment une top saison de sa part. Et lui, c'est un petit peu le joyeux de cette défense qui a montré avec Darwin James également, qui est toujours un des meilleurs safety de la ligue. Ils ont vraiment montré que vraiment cette défense est le point fort de cette équipe et que si un jour, si l'attaque elle est en forme, ça va être un match très compliqué pour New England. Puis Donc, avec leur defensive lineman, là, ils mettent des bonnes tartes. Hein, parce que lui, à l'intérieur de la ligne, qu'est-ce qu'il leur fait du bien, Tahir Tarte. tu Moi, je m'étonnes, ouais. l'ai vu, je sais plus quel match, c'est un poison, mais de tous les instants. C'est un Et beau c'est un peu bébé, ce qui hein. leur manquait justement les autres années. Donc, il y a des arguments. Ouais, Mais tu vois, très clairement, ouais. tu regardes le bracket, sincèrement, aujourd'hui, tu envoies les seeds 5, 6, 7 en divisional, je tombe pas de ma chaise. Hein. Ah mais moi c'est pour ça qu'on disait en début d'épisode que c'est vraiment une conférence, enfin même en tout cas des playoffs qui sont très serrés. Je trouve vraiment en AFC c'est assez flagrant, c'est que chaque équipe pour moi tu peux inverser les positions, c'est la même chose, tu vois. Parce que C'est très très serré je trouve. Oui, parce que d'habitude, tu as toujours une équipe qui est un petit peu l'équipe contente d'être là, qui se qualifie sur un 9-8 de derrière les fagots, un malentendu de faux témoins, et puis ça passe en playoff, qui se fait exploser au premier tour. Tu as toujours l'équipe numéro 6, qui est une équipe un peu à double visage. On ne sait jamais ce que ça donne, et puis pareil, ça peut péter au premier tour, parce que les premiers sites sont plus costauds. Et surtout Là, t'as pas les Chiefs aussi, hein. Surtout oui. les Chiefs sont pas là cette année. Pour moi c'est ça aussi qui T'as pas les Chiefs et t'as accentue pas un petit peu les... ce côté indécis de cette conférence. Et t'as les Patriots, parce que c'est vrai qu'on disait à un moment donné, pas la dynastie des Chiefs, la dynastie des Patriots. Là, c'est des nouveaux Patriots. C'est ça, C'est on sait plus. pas de quoi ils sont capables. Il y a Voilà, ça aussi, ils ont pas exactement. l'expérience des anciens, ça c'est sûr. Donc, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir Mm. de revoir New England. Ça fait plaisir de voir toutes ces franchises un peu nouvelles et surtout voir des affiches qu'on n'avait pas l'habitude. Alors, j'aime beaucoup les Ravens, mais c'est vrai que de voir les Jacksonville à la place, c'est vrai que voir par exemple un Buffalo qui va être pour le coup en Beaucoup de position de pression. wildcard. Attention, beaucoup de Donc, pression à Buffalo aussi, hein, parce que vu qu'ils ont un peu, on va dire, open bar, parce qu'il n'y a pas les Chiefs, il n'y a pas les Ravens, ils peuvent se mettre beaucoup de pression et perdre leurs moyens aussi. Ils en sont capables. c'est ça. Et pour moi, enfin, spoiler alerte, mais pour moi, les deux premiers de conf, que ce soit aussi bien Denver que Seattle, ont aussi un profil en étant sur une dynamique qui peut être interrompue parce qu'on l'a vu l'année dernière avec les Lions. Quand on sort d'une semaine de congélo, comme ça peut être le cas sur ce tour de wildcard, où tu sais pas trop qui tu vas jouer, machin, etc., il y a aussi un potentiel où tu sors au premier tour, enfin en divisional pour les deux. Hein. Ouais, très clairement. C'est aussi une possibilité, encore une fois, en fonction de qui sort, du match-up. Admettons, les Niners passent les Eagles et vont jouer à Seattle. C'est un stade qu'ils connaissent, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de machin. Non, en fonction de la match-up, ça va être dur. Mais en tout cas, il nous reste juste un dernier match à parler pour ces playoffs. Et c'est du côté de la NFC. Il nous reste évidemment le Green Bay qui était numéro 7, seed numéro 7, avec les Chicago Bears. Une petite surprise aussi de la saison, qui ont été champions de la division NFC Nord et qui ont fini deuxième de conférence. J'ai l'impression, Chicago fait partie des équipes comme Jacksonville un petit peu. C'est la darling de la conférence où personne ne les attendait à ce niveau-là. Ben Johnson a un petit peu révolutionné le système de jeu offensif. Il y a un Caleb Williams qui est vraiment performant, qui est monté en régime au fur et à mesure de la saison. Et tu regardes aussi l'impact des rookies, par exemple. Tu vois, on va peut-être en parler demain avec PA dans l'émission Battle of the Rooks. Mais un Luther Burden et un Colston Loveland, c'est deux rookies qui, en début de saison, ont mis du temps un peu à trouver leur marque. Et aujourd'hui, c'est deux éléments très importants de cette offense qui fonctionne vraiment. Et tu sens qu'un Caleb Williams est vraiment de plus en plus à l'aise. Donc cette équipe est très dangereuse, alors qu'ils n'ont pas non plus une défense élite. Mais c'est une équipe qui est très très sérieuse et ça va être très compliqué pour Green Bay. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, complètement. La mayonnaise a mis peut-être un petit peu de temps à prendre. Dans une division, en plus, ils ont pu travailler dans la sérénité parce que tous les projecteurs étaient sur Détroit et Green Bay. Les projecteurs en début de saison, c'est Détroit. Qu'est-ce que ça va donner le changement de coordinateur plus Green Bay, le trade de Micah Parsons.
Donc eux, ils ont travaillé un peu dans l'ombre. Je me rappelle, on avait fait un épisode de Battle of the Rooks où on avait mis une petite charge à Loveland et la semaine d'après, il nous avait fait mentir. Et il a pris et à partir de là, ouais, il a trouvé son rythme de croisière. Burden aussi. On en parlait avec Alex. DJ Moore fait un peu la gueule cette saison parce que du coup le ballon est beaucoup plus distribué, mais c'est à l'image de Ben Johnson, si on se rappelle ce qu'il faisait avec Détroit. Certes, Saint Brown prenait quand même ses 10 targets par match, mais à côté, Williams prenait toujours 5-6, Laporta prenait toujours 5-6, le jeu au sol, Gibbs prenait toujours ses 5-6 ballons. Donc c'est un coordinateur offensif et un coach qui aime distribuer le ballon. Maintenant, par rapport à Caleb Williams, il a beaucoup moins de pression. Coucou l'épisode sur les hauts-lignes où je parlais de Joe Tunney et de son importance d'avoir un mec comme ça. Il a stabilisé en partie l'intérieur de la ligne. Belle saison, ça part. Les investissements ont payé parce que le centre aussi, Drew Dalman des Falcons, a apporté aussi. Puis même les running backs, Swift, Monongai, ils ont fait une belle saison. Grâce Swift, notamment Swift avec, au début de saison, on s'est dit, oh là là, Swift il est parti parce que Ben Johnson n'en voulait pas. Bon, en fait, au final, Ben Johnson, il l'utilise très bien. Il retrouve un petit peu ce qu'il faisait à Détroit. Voilà, avec Monongai. Qui a bien pris. Du coup, c'est ce duo qui va gagner le match à Philadelphie. Si on se rappelle, ils vont gagner à Philadelphie. Donc, c'est pour ça que les Bears ont aussi largement leur chance sur ce match. Voire pour moi, ils sont favoris, on va pas se mentir. Après, à côté, tu vois, je me dis, la défense de Chicago, alors je pourrais très bien connaître malheureusement Dennis Allen et toi aussi, c'est un excellent coordinateur défensif. Il a fait une défense, finalement, qui enlève un peu de pression à Caleb Williams, parce que c'est une défense qui prend relativement peu de points. Alors, ils prennent pas 10 points par match, mais au final, Caleb Williams, on lui dit, bon, nous, nos running backs, ils vont mettre 2 touchdowns, ou ils vont nous faire avancer. La défense, elle va limiter l'attaque à 21-24 points. Toi, finalement, tout ce qu'on te demande, c'est 2-3 actions de classe, parce qu'il en fait, et pas faire de dinguerie. Caleb Williams, c'est un peu le descriptif de sa fin de saison et de la dynamique des Bears. Donc, c'est surtout une défense aussi opportuniste en vrai. Parce que je crois que c'est l'équipe qui est de loin l'équipe qui fait le plus d'interceptions. Tu regardes Tremon Edmonds a déjà 4 interceptions. Wright, le cornerback, il en a 4 aussi. Jalen Johnson, je crois qu'il doit être pas loin aussi. Le retour de Jalen Johnson a fait aussi énormément de bien parce qu'il n'était pas là en début de saison. L'arrivée de Gardner Johnson en safety, que Dennis Allen connaissait très bien des Saints, a aidé aussi à stabiliser un petit peu un backfield et surtout qui avait besoin de s'adapter au schéma de Dennis Allen. Dennis Allen a des schémas justement très agressifs, très compliqués à lire pour les quarterbacks adverses, d'où les pertes de balles. Et c'est en ça où je me dis, face à Green Bay, c'est pareil, je pense que c'est du 70-30 pour Chicago. Jordan Love, je suis toujours très sceptique sur son réel niveau. Et on l'a vu capable de faire des erreurs, Jordan Love aussi. Oui, pour moi, c'est le pire de toutes ces équipes-là. Ouais. C'est le pire. La défense de Dennis Allen, c'est la pire. En plus, ils se connaissent un petit peu. C'est à Chicago. Il va avoir des conditions climatiques aussi difficiles. Alors, certes, Green Bay, c'est pas non plus la Floride. Ils sont habitués, mais je me dis, il n'y a rien qui pourra compenser un peu, parce que je repense notamment aux Green Bay Packers quand ils passent les tours de wildcard contre les Cowboys. Ça joue en dôme. Non, c'est vrai. Donc je me dis, niveau météo, Jordan Love, est-ce que son niveau baisse pas, alors sachant qu'il a un niveau moyen plus, est-ce qu'il ne devient pas moyen moins en suivant les températures en devenant négative? À côté de ça, la défense des Packers reposait quand même énormément sur la capacité du pass rush à arriver, parce que Parsons prenait beaucoup de lumière, prenait beaucoup de pression, donc les Van Ness, les Nakbaré, les Rashan Gary se retrouvaient plutôt en 1 contre 1, ce qui pouvait les avantager. Les linebackers faisaient le boulot, et finalement les cornerbacks devaient tenir les receveurs adverses que pendant 2-3 secondes, ce qui est largement faisable quand tu es cornerback NFL. Là, il n'y a plus Parsons. Green Bay, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est un peu en train de se décomposer au fur et à mesure. Ouais, c'est pas la meilleure dynamique dernièrement, Green Bay. Non. Et c'est pour ça, je pense qu'on est sur un 70-30 sur Green Bay, un peu à l'image. C'est vrai que pour le coup, les match-up en NFC, mis à part le Eagles-Niners qui est très illisible, je pense qu'il y a quand même, une tendance qui se dessine vers Chicago et les Rams qui avancent vers le tour d'après. Écoute, je trouve qu'on a été plutôt complet sur ce premier tour de Wildcard et
et on va vous présenter tout simplement nos brackets, les brackets des membres du front office. Et Thibaut, je vais commencer par toi, qui nous a fait un joli petit bracket avec je vais énumérer un petit peu pour le premier tour, puis après on avancera progressivement. Au premier tour sur le Houston Texans face à Steelers, tu vois les Texans. Sur la confrontation entre les Bills et les Jaguars, tu vois les Jaguars passer sur ce match-là. Et sur le match entre New England et les Chargers, tu vois les Patriots qui avancent au prochain tour. Ce qui nous donne des demi-finales de conférence entre Houston et Denver Broncos qui, à la surprise générale, voient les Texans avancer en finale de conférence AFC. Et dans l'autre confrontation, les Jaguars face aux Patriots. Les Patriots s'extirpent des griffes des Jaguars pour aller affronter les Texans. Et les Texans, c'est un petit peu la surprise pour toi de ces playoffs 2026, parce que tu les vois aller tout simplement au Super Bowl. Est-ce que tu as un petit truc à dire pour défendre ce choix? Ouais. Texans is the new Ravens. J'ai l'impression, en fait, quand je vois les Texans, de revoir les Ravens de 2000. C'est une équipe de déglingo en défense qui fracasse tout ce qui passe et avoir un quarterback qui est meilleur que Dilfer, attention. À l'époque, le quarterback des Ravens, il fallait se mouiller la nuque aussi. Mais j'ai un peu cette impression de force inarrêtable, presque brute, qui viendrait un petit peu tout arracher sur son passage. Après, voilà, je vois les Patriots aussi retourner en finale de conf. Alors justement, sur les Jaguars, je vois le fameux chaud-froid. C'est-à-dire, ils ont joué un match de playoff au chaud, ils vont dans le froid. Et je me dis finalement, les Texans, s'ils passent les Steelers, ils auront eu l'habitude, donc ils pourraient passer des Broncos qui pourraient se faire surprendre sur un premier match. Et puis de l'autre côté, voilà l'épouvantail Eagles qui viendrait un petit peu couper les têtes au fur et à mesure. Et avec des Eagles qui prendraient leur revanche sur les Bears au deuxième tour, des Rams qui battraient des Seahawks qui ont l'habitude de jouer, et un revival de finale de conférence Eagles-Rams où ça se rejouerait peut-être sous la neige. Et puis les Eagles qui auraient peut-être un peu plus de mal à contrer la défense des Texans. Et ça nous fera un nouveau champion, parce que les Texans n'ont jamais été ni au Super Bowl. Je crois qu'ils n'ont même jamais été en finale de conférence AFC. Ah ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. J'ai essayé de me souvenir de quand est-ce qu'était leur dernière finale pour de moi, conférence. c'est des choses, voilà, c'est comme ça que je vois un peu les choses sur les dynamiques, sur les différentes confrontations. Après, encore une fois, ça reste C'est un bracket, c'est ça. Bon, vous Ouais, allez le voir, de toute façon. c'est GG qui est fait pour ça. GG, c'était toi les brackets, c'est toi Madame Irma, c'est pas nous. Mais voilà, dédicace après. à GG. Qui Après, on va malheureusement voir n'a les- pas eu son bracket, malheureusement. On ne verra pas les Carolina Panthers au Super Bowl, malheureusement. C'est un peu Il a dommage. essayé de forcer, de forcer le serveur pour mettre les Titans quand même en play. Faut savoir. C'est ça. Moi, je vais vous présenter mon bracket et après, on partira sur les collègues qui ne sont pas là, bien évidemment. Moi, je vois à peu près comme toi les Texans avancer jusqu'aux demi-finales. Les Jacksonville Jaguars et les Patriots également avancés au tour suivant. On a à peu près le même premier tour du côté de l'AFC. Du côté des divisionals en AFC, moi je vois le Denver passer face aux Texans et je vois Jacksonville passer face aux Patriots. Donc on a une finale un peu différente de conférence. Et pour moi, les Denver Broncos vont au Super Bowl parce que je trouve que l'équipe est assez complète partout et je vois quand même une équipe un Bonix qui peut monter en puissance et vraiment cette défense qui va porter cette équipe très très loin durant ces playoffs-là. Du côté de la NFC, je vois évidemment les Rams face aux Panthers. Petite surprise, je vois les San Francisco 49ers face aux Eagles et je vois les Bears face aux Green Bay Packers, ce qui m'amène à des demi-finales de conf entre les Seahawks et les Niners. Bon, j'ai mis les Seahawks parce que je pense que la match-up Seahawks face aux Niners, avec toutes les blessés qu'il y a, on la connaît. Cette défense des Seahawks, on n'en a pas trop parlé, mais elle est totalement monstrueuse et je la vois un petit peu shut down, cette offense des Niners. Et après, moi, je vois les Rams aussi battre les Bears qui sont encore un peu inexpérimentés à ce niveau-là. Et pour moi, les Rams, c'est un peu l'équipe que je vois aller au Super Bowl face aux Denver Broncos et c'est l'équipe que je vois gagner ce Super Bowl. C'est un petit peu mon petit prono sur cette équipe-là parce que pour moi, c'est un mélange d'expérience, de talent, de joueurs en forme. On n'en a pas parlé, mais un Pukanakwa réalise une saison dantesque aussi. C'est une des équipes les plus dangereuses pour moi de ces playoffs et c'est une de celles aussi qui a le plus d'expérience et un des meilleurs coachs également. Donc c'est pourquoi je les ai mis très très haut et en tout cas vainqueurs de ce Super Bowl
ce Super Bowl-là. Et retraite de Stafford dans la foulée. Exactement, ce serait beau. Ce C'est serait un beau. monde, voilà, c'est un monde, ça c'est un monde où Stafford prend sa retraite directement sur le terrain, il annonce. À la Aaron il prend le Donald, Lombardie. Aaron Donald, il avait fait ça, non? Aaron Donald avait fait ça. Ouais, il avait fait ça. Il a gagné le Super Bowl et après il a pris sa Il est retraite parti. dans la foulée. Il n'y a pas plus beau, j'ai l'impression, pour partir en retraite, avoir ton MVP et partir sur un Super Bowl. Donc, C'est sûr ça va être magnifique. Que partir sur une interférence de passe non sifflée, pas aller au Super Bowl. Oui, c'est sûr. Exactement. On va voir un petit peu le bracket des copains, on va le dire un peu à l'oral, on va aller vite dessus, parce qu'ils sont pas là pour se défendre, malheureusement. Mais on voit que PA a été... Ça, c'est PA. C'est du patriotisme tout, vraiment pur. Il voit à peu près le même premier tour que nous en AFC, mais lui, par contre, il voit les New England Patriots ressortir de l'AFC et affronter les Rams au Super Bowl. Et il voit évidemment les Patriots gagner le Super Bowl. Donc désolé PA de décevoir maintenant, mais ça ne sera pas le cas. Tu peux clipper ça si tu veux, et puis tu le ressortiras d'ici un mois ou deux. Ça va être compliqué, je pense, pour les Patriots, mais on ne sait jamais. C'est quand même une belle équipe qui a montré des très belles choses. Tu en as parlé tout à l'heure. Donc voilà, la petite dinguerie de PA. Et on va voir un petit peu que Doug, il a la vision Doug, tu vois. Doug, c'est un bon. J'ai envie de dire Doug, c'est un bon, parce qu'il a le même bracket quasiment que moi. En tout cas, du côté du vainqueur du Super Bowl, parce qu'il a mis les Rams également. Mais lui, il a mis les Rams face aux Bills, les Bills qui vont jusqu'en finale de conférence, et même jusqu'au Super Bowl. Et lui également, il voit les Steelers passer. Ouais, il y a une petite dinguerie quand même. Texans. Les Steelers en finale de conf. Ouais, ils sont allés jusqu'en finale de conf. Papy Rogers est allé jusqu'en finale de conf du côté de Doug, donc c'est quand même assez étonnant. Et comme on vous avait dit, on vous avait promis, c'est quand même des classements, en tout cas des brackets qui sont totalement différents les uns des autres. C'est pour ça qu'on aime ces playoffs-là qui sont vraiment très indécis. Et vraiment, c'est totalement ouvert, encore une fois. J'ai l'impression qu'à peu de choses près, à 2 matchs près, enfin, autant peut-être il y a des matchs qui sont presque déjà, on va dire, pas faits, mais on se dit que voilà, c'est plus, il y a vraiment un vrai favori qui se dégage dans 2 matchs. Alors tout le restant, et après en fonction de ces équipes qui basculent sur le divisional, après c'est 50-50 partout. Ouais. À partir du divisional, c'est 50-50 partout. Moi j'aime bien en vrai, moi j'ai pas mis les Bills qui allaient très loin, mais il y a vraiment un monde où les Bills ils acceptent la pression et ils vont très très loin dans ces playoffs-là, parce que c'est une des équipes qui a le plus d'expérience. Et je comprends la logique de Doug de les mettre assez loin, même si moi je ne l'ai pas fait. 12 fameux premiers matchs, comme on disait, ce fameux premier match Bills-Jaguars qui peut changer beaucoup de choses. Parce que taper des Jaguars inexpérimentés ou des Bills qui vont commencer à monter en puissance, ça peut aussi bouleverser et retourner la table. Très clairement. Et je me rappelle plus que Anto a mis. Anto, tiens, pareil, un autre vainqueur différent. Et lui, il est allé chercher une équipe d'AFC West, parce qu'il a mis tout simplement les Denver Broncos au Super Bowl face aux Rams. Et encore les Rams, j'ai envie de dire, qui sont un peu les favoris pour tout le monde, ou en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Et lui aussi, il voit une finale de conférence Jaguars-Broncos, comme moi. Mais lui, il voit les Broncos passer et les Broncos gagner le Super Bowl de cette année. Très très beau match qui peut s'annoncer. Un Broncos-Rams, c'est quand même une belle affiche. Mais voilà, Anto voit les premières conférences. Et puis les Broncos, s'ils arrivent. Pour moi, les Broncos, comme les Seahawks, c'est un petit peu cette problématique du premier match de divisional à ne pas se prendre l'épée dans le tapis. Surtout Bonix. Surtout Bonix, pour moi, c'est la clé. Si Bonix fait des gros playoffs et passe ce step qu'on attend tous qu'il passe, pour moi, c'est vraiment la clé pour le succès des Broncos, tout simplement. Et puis le coach Payton, justement, je vous invite à aller faire un petit tour sur le podcast No Fly Zone, mais on en parlait un petit peu, l'expérience qu'il a des playoffs. Il va préparer son équipe, dans tous les cas. Il y a l'avantage du terrain jusqu'au bout, donc il faudra aller jouer au Mile High pendant toutes ces playoffs. Et puis après, c'est un coach qui sait gagner un Super Bowl. Il l'a déjà fait avec les Saints, donc il peut le refaire avec les Broncos. Je pense que ça poserait aussi la legacy de ce coach dans la NFL, parce qu'on en parle un peu moins depuis quelques saisons, et on parle plus de McVay, à raison, attention. Mais voilà, on va dire que pour ceux qui s'en rappellent, Payton, quand il arrive aux Saints, c'est un peu la nouvelle vague offensive, génie offensif, qui est le flambeau qu'a repris McVay quand il est arrivé dans la ligue. Donc les Broncos qui gagnent le Super Bowl. Encore une fois, ça... Sur tous les vainqueurs qu'on voit, sur tous les brackets, il y a rien de farfelu en fait. Non. Il n'y a pas GG pour ça malheureusement. Mais on l'embrasse GG bien évidemment. Il n'y a plus GG.
Il y a plus plus GG GG. pour ça. Mais GG, ouais, t'aurais c'est mis les vrai. Panthers. Il t'aurait mis les Panthers vainqueurs du Super Bowl, GG. Après, on critique, mais il avait vu quelques belles choses aussi dans ses pronos de cette année. Ils ont fait aussi une belle émission avec Alex, avec des pronostics un petit peu, ou en tout cas des prédictions pour 2026, que je vous invite à aller écouter. En parlant d'Alex, on va voir son petit prono. Dolphins. El Dictator, qui est le seul à avoir mis les Bills en vainqueur du Super Bowl. Lui, pareil, il voit un petit peu la même chose que nous, à la différence près qu'il voit Buffalo aller très très loin. Et une finale de conférence Buffalo-Houston, qui peut être très sympa. Lui, par contre, en conférence NFC, il voit les 49ers créer la surprise et aller au Super Bowl. Donc une affiche du Super Bowl, comme tu disais un petit peu, les San Francisco 49ers, qui sont assez habitués à ce Super Bowl depuis plusieurs années maintenant, mais qui rencontreraient une nouvelle équipe avec les Bills. Et les Bills qui gagneraient le Super Bowl. Donc pareil, un petit peu à la manière de Doug qui voit les Bills très loin, et Alex passe le pas et les met vainqueurs du Super Bowl. Pareil, grosse affiche, et encore un vainqueur différent Et à nouveau. et un nouveau. Et dernière personne à avoir fait son bracket, c'est Guilty. Guilty qui nous propose un autre bracket avec un autre vainqueur. Et pareil, c'est de la prise de risque un petit peu à la manière d'Anto, j'ai envie de dire, où il est parti sur le premier de conférence, mais du côté de la NFC. Il a mis les Seahawks en vainqueur du Super Bowl face aux Broncos, justement, qui se sont extirpés de l'AFC dans son bracket. Et surprise un petit peu de voir ces Seahawks au Super Bowl. Pour toi, je pense que c'est vraiment une équipe qui peut le faire, mais moi j'ai le petit doute de Darnold en fait. Je ne suis pas convaincu Darnold dans ces matchs de playoff. Et peut-être je vais me tromper, et malgré tout, je pense que c'est peut-être la meilleure défense NFL à l'instant T avec les Texans et les Broncos. Mais je suis pas Oui. sûr que l'offense sera capable d'aller aussi loin. Mais Guilty pense Si le tu fais un contraire. podium, si tu fais un podium des défenses, Moi, je ces pense que c'est ces trois-là, trois-là, après, tu vois. tu les mets un peu dans l'ordre que tu veux, en fonction de. Alors peut-être les Broncos, comme je disais, les Broncos sont peut-être un peu plus en train de ralentir depuis quelques matchs que les Texans et les Seahawks ont le pied sur l'accélérateur. Ouais, tu vois, Mais les oui, Seahawks, ils sont vraiment dans je une pense forme que olympique, hein. je pense qu'on a tous ce doute de Darnold en fait. Bah, c'est ça, c'est tant qu'on l'a pas vu, c'est une prise de risque, et moi je les vois pas C'était aller au Super Bowl, mais je les vois quand même aller C'était passer un Doug, je tour. crois. On avait fait un rewind avec Doug où il disait que Darnold et Goff, même combat. Oui, ça peut s'entendre. Après, Darnold, on l'a pas vu dans ces D'où matchs-là, pour donc moi, d'où pour moi le gros pied dans le tapis en divisional face à une équipe qui sera peut-être sur une autre dynamique. Maintenant, il se peut très bien que la défense des Seahawks les porte au Super Bowl comme à l'époque de la Legion of Boom, hein. Donc c'est peut-être comment dire, le match-up le plus surprenant entre guillemets, parce que personne d'autre ne voit les Seahawks, hein. C'est le seul qui veut aller. Ouais. Déjà les Seahawks aller aussi loin parce que on a Moi, tous je les ai mis en finale, moi, de conférence Toi, tu AFC. les as bien en finale de conf. NFC, pardon. Finale de Oui, conférence oui, NFC. toi, tu vois quand même une grosse domination de la NFC Moi, West en fait, moi, ils sur affrontent le les cas. Niners et ils gagnent face aux Niners. C'est pour ça que je les ai mis là. Mais après, j'entends totalement les arguments des uns et des autres. De toute façon, c'est Ah bah indécis, oui, on l'a dit, hein. mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que justement, ça montre vraiment le côté très ouvert de ces playoffs, le côté très, chaque équipe a ses forces, chaque équipe a des playmakers, chaque équipe a un coaching staff qui les a amenés à faire ça. Et encore une fois, on voit les Rams, etc. Mais peut-être que les Rams se prennent l'épée dans le tapis contre les Panthers, hein. Ça, on verra. Du coup, on aura l'occasion de refaire un petit live avec Doug et Anto, où on sera là pour discuter autour du match, justement, Panthers-Rams, et se régaler du coaching de Sean McVay, de voir un petit peu les Panthers pour leur grand retour en playoff après quand même. Je crois que les derniers playoffs des Panthers, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que c'était quand ils sont allés au Super Bowl, un peu comme les Broncos qui avaient une traversée du désert jusque l'année dernière. Mais les Panthers, je ne sais pas s'ils sont retournés en playoff depuis leur Super Ouais, je Bowl. crois pas. Parce que même à l'époque, McCaffrey, pour moi, ils étaient pas. Non, Donc, parce qu'après, non. après ça a été 2016. 2016, ça a été les Falcons, qui en plus étaient allés au Super Bowl de mémoire. 2017, c'était les Saints. C'était les Saints. 2018, 2019 aussi. 2020, c'était les Bucks. 2021, les Bucks. 2020. En fait, les Bucks jusque cette saison. Jusqu'à cette saison. Donc il y a eu. Ouais, il y a eu après, il y a eu peut-être ils vont créer la surprise, quoi.
Mais c'est pareil, c'est comme les Steelers. Nous, on voit les Steelers et c'est vrai que c'est entendable. Hein. La défense des Steelers qui se met en route, Papy Rogers qui fait le boulot comme il faut, ça s'entend en fait aujourd'hui. Il y a des équipes qui ont plus ou moins de chance, mais il n'y a pas un 95-5, quoi. Il n'y a pas un truc où tu dis bon, là, ils vont se faire laminer, ils vont se faire démolir, et puis ciao, bonsoir, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui fait que on l'appelle le Super Wildcard Weekend, et je trouve qu'il porte très bien son nom. Alors après, on apprécie l'ouverture à cette équipe ou pas, mais moi je trouve qu'aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait qu'une seule équipe qui a un droit au bye au premier tour, c'est bien, parce que ça fait des gros matchs. Aujourd'hui, quand on regarde les bilans, il n'y a qu'un bilan qui est négatif, c'est celui de la NFC Sud. Alors ça relancera le débat, c'est sûr. Mais encore une fois, on va dire, quand on regarde le bilan des Panthers, ils ont aussi battu les Rams, qui sont en 12-5. Bah, justement, c'est ce qui fait le plaisir de cette match-up, qui est un peu plus indécise que ce qu'on pourrait le penser. En tout cas, vous avez vu nos brackets sur ces playoffs-là. On espère On qu'il parle y bien en de a. bracket. Hein. Ouais, on parle bien de prédiction, hein. C'est pas, voilà, c'est pas ce qui va se passer, hein. Ne nous faites On pas est bien dire ce qu'on n'a courant. pas dit. Hein. C'est On parle ça. ni de pain, ni d'un certain endroit du pantalon. Exactement. Écoute, bah, ça m'a fait plaisir en tout cas de faire cette émission et cette émission de preview avec toi Thibaut. Et Oui. bah, en tout cas, Plaisir partagé. j'espère, c'est ça, bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis allez nous suivre en tout cas sur les réseaux sociaux, sur X, Instagram, etc. N'hésitez pas à nous suivre si cela n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas aussi à commenter avec votre prono, qui c'est que vous voyez au Super Bowl, quelle est l'affiche qui vous fait un petit peu rêver. Est-ce que vous voyez votre équipe encore en lice? Allez, pourquoi pas au Super Bowl, ça peut être sympa. Ah, mettez Donc, vos braquettes. Exactement, postez vos brackets sur les réseaux sociaux, on essaiera de commenter également sous ce post. Mais en tout cas, Thibaut, ça m'a fait plaisir de t'avoir. Et puis, je souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis, vive le football.